D'habitude, on associe la vie souterraine à la pauvreté ou aux bunkers, un dernier recours pour ceux qui n'ont pas d'autre choix. Mais ici, la logique est totalement inversée, car vivre sous terre est le luxe ultime. Zoomons sur cet endroit. Plein de monticules, de trous et presque aucun bâtiment, arbre ou habitant. Ce n'est pas une ville fantôme. En fait, nous sommes en Australie méridionale, à Coober Pedy, la capitale mondiale de l'opale. Et voici le plus surprenant, environ 60% de la population vit sous terre. À la surface, Coober Pedy est un territoire impitoyable à cause du climat extrême. En été, les températures dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius. C'est si intense que l'électronique lâche et les oiseaux tombent littéralement du ciel d'épuisement. Afin de pouvoir y faire face, les habitants jouent souvent au golf de nuit avec des balles lumineuses. C'est d'ailleurs le seul terrain de golf au monde qui ne possède pas un seul brin d'herbe. Dans une maison standard, la clim coûte une véritable fortune, et si jamais le courant vient à se couper, la chaleur devient alors rapidement mortelle. Quelle est la solution ultime? Descendre de quelques mètres dans des maisons creusées directement dans le grès. Ici, la température reste à 23 degrés Celsius toute l'année sans aucun refroidissement artificiel. Ce ne sont pas de sombres grottes. Ce sont de vraies maisons avec cuisine, Wi-Fi et salon, juste sans fenêtre ni climatisation. De quoi d'autre a-t-on besoin en ville, même si elle est souterraine? Des bars avec des billards? Bien sûr. Des librairies? Évidemment. Et ils ont même cette magnifique église entièrement sculptée dans le grès. D'un autre côté, il y a une partie amère et souvent oubliée de l'histoire. Si un grand nombre de mineurs choisissent de vivre quotidiennement dans ces structures souterraines naturellement fraîches, une part importante de la population autochtone préfère rester en surface. L'État s'occupe de leur fournir des maisons individuelles, mais ce sont en réalité les pires endroits pour habiter car, bien qu'elles soient modernes, ces constructions chauffent intensément comme de véritables fours sous le soleil. Et voici cet étrange paradoxe. Creuser un trou est en réalité le moyen absolument le plus sophistiqué et luxueux de survivre dans ce désert hostile, alors que la solution moderne de bâtir une maison peut être un vrai cauchemar pour les résidents. On voit un désert vide sur une carte alors qu'on regarde la seule chose qui protège du soleil, le sol lui-même. Pourquoi l'Australie est-elle si étrangement vide? Pourquoi n'avons-nous pas encore découvert une si grande partie de l'océan? Notre planète est-elle une sphère parfaite? Et la Terre était-elle autrefois plus violette que verte? Tu ne connais sans doute pas les réponses à ces questions sur notre planète. Alors découvrons-les ensemble. L'Australie est vraiment immense. Pour comprendre à quel point, il faut savoir qu'elle est presque aussi grande que l'Europe entière. Mais avec seulement 26 millions d'habitants environ, l'Australie fait partie des pays ayant la plus faible densité de population. Elle ne pointe qu'au 55e rang mondial en termes de population, alors qu'elle possède la 6e plus grande superficie. Pourquoi une si grande partie du pays est-elle vide? Une hypothèse plausible serait la présence de ces animaux dangereux qui se cachent derrière chaque pierre. Mais il y a une autre raison pour expliquer cela. La sécheresse de l'Australie fait que 85% de sa population vit à moins de 50 km des côtes et 80% vivent sur la côte est où les précipitations sont plus fréquentes. Toutefois, bien qu'il y ait clairement un manque de précipitations, seuls 20% de l'Australie constituent un désert invivable et seuls 40% sont considérés comme non habitables selon des critères humains. La consommation d'eau est plus élevée que les précipitations moyennes annuelles. Mais il existe une autre source d'eau ancienne cachée sous terre, qui peut pourvoir aux besoins d'une population bien plus importante. Il s'agit de l'une des plus vastes ressources souterraines d'eau douce du monde, le Grand Bassin Artésien. Il couvre une superficie stupéfiante de 1,7 million de kilomètres carrés, soit 1/5 de la taille de l'Australie. Il contient suffisamment d'eau pour recouvrir la Terre d'une couche de 50 cm de profondeur. Ou bien, et c'est nettement plus utile, il pourrait fournir assez d'eau aux Australiens pendant les 1500 prochaines années. Seulement 6,5% de la surface de l'Australie a un sol adapté à l'agriculture, ce qui ne semble pas énorme. Mais au cas où tu l'aurais oublié, l'Australie est grande, et ce petit pourcentage représente environ la taille de la France. Avec cette immense surface disponible pour les cultures, l'Australie a plus qu'assez de denrées pour nourrir sa population. Et 70% des produits agricoles sont exportés à l'étranger. Alors, avec beaucoup
de terre, de nourriture et d'eau, pourquoi la population est-elle si peu nombreuse? La raison en est le processus de migration très lent. Au début, seuls les habitants du Royaume-Uni vivaient ici. Puis, ils ont ouvert leurs frontières aux autres Européens, mais les restrictions sont restées en place jusqu'en 1973. On pourrait penser que près de 200 ans seraient suffisants pour que beaucoup plus de gens immigrent. Mais l'Australie était tout simplement trop loin. Le risque de voyager sur une si longue distance et les coûts du voyage ont fait que les Européens ont préféré les options plus courtes et moins chères et ont migré ailleurs, comme au Canada ou aux États-Unis. Depuis 2000 ans, les gens ont compris que la Terre était ronde. Mais savais-tu que ce n'est pas une sphère parfaite? Du fait de la rotation inclinée de la Terre, notre planète change constamment de taille. Très lentement, bien sûr. Les pôles nord et sud sont étonnamment plats. La Terre ressemble davantage à une boule que l'on écraserait. Imagine une main géante dont les doigts exerceraient une pression sur les deux pôles. À cause de cette pression, l'équateur est un peu gonflé vers l'extérieur. En plus d'un champ gravitationnel inégal, la Terre a beaucoup d'irrégularités dans sa propre gravité, certaines positives et d'autres négatives, ce qui crée une surface inégale, rocheuse et bosselée. Certains endroits sur Terre ont plus de gravité que d'autres. Si tu te pesais le long de l'équateur, tu pèserais 0,5% de moins qu'au pôle. Enfin, ça ne vaut pas la peine de faire le voyage juste pour changer de poids. Si tu mesurais la distance entre le centre de la Terre et le point le plus éloigné de celle-ci, tu serais choqué de constater que ce n'est pas le mont Everest qui arrive en tête. Non, ce point se trouve au niveau de l'équateur, là où la planète a une sorte de bourrelet. Le volcan équatorien Chimborazo serait en fait le point le plus haut de la Terre, car il est le plus éloigné du centre. Il nous reste encore environ 80% de l'océan à cartographier, ce qui est à peine croyable étant donné la quantité du système solaire que nous avons déjà exploré en comparaison. Toutefois, nous connaissons de nombreux détails incroyables sur l'océan. Il couvre plus de 70% de la surface de la planète, abrite 94% de la faune et de la flore terrestre, et grâce à la vie qu'il abrite, jusqu'à 80% de l'oxygène de la planète y est produit, principalement par le plancton, les algues et les bactéries. L'un des endroits les plus célèbres déjà cartographiés est la fosse des Mariannes. C'est le point le plus profond de la Terre, avec une profondeur de près de 11 000 mètres, soit pas moins de 5 fois la longueur du Grand Canyon, et davantage que la hauteur du mont Everest. Elle abrite aussi l'un des fonds marins les plus anciens de la Terre, resté à l'écart pendant environ 180 millions d'années. La pression au fond est de plus de 1000 bars, mais bien que ce soit 1000 fois plus que la pression normale, la vie y est toujours florissante. Dans tout l'océan, on estime que plus de 3 millions d'épaves gisent dans cette profondeur trouble. D'innombrables artefacts y reposent intacts et il pourrait y en avoir plus que dans tous les musées du monde. La dorsale médio-océanique est la plus longue du monde, atteignant 64 000 km, soit près de 10 fois la taille de la cordillère des Andes, qui est la plus longue chaîne de montagnes sur Terre. Le Soleil est à l'origine de la couleur bleutée de l'océan. Cette couleur ne provient pas de la réflexion du ciel, bien qu'ils soient tous les deux bleus pour la même raison. La surface de notre planète reçoit la lumière blanche du Soleil et elle absorbe plus fortement les lumières orange, rouge et jaune. Elle n'absorbe pas autant la lumière bleue, ce qui fait qu'elle y est réfléchie et parvient telle qu'elle jusqu'à nos yeux. Bien sûr, cela ne se produit qu'en fonction de la pureté de l'eau. Si l'eau est pleine de boue ou d'algues, elle disperse la lumière et efface le bleu naturel de l'eau. Il existe de nombreux facteurs qui déterminent les couleurs que nous voyons sur notre planète. Savais-tu que la Terre n'était pas verte autrefois? Elle était violette. La chlorophylle dans notre atmosphère absorbe principalement les longueurs d'onde bleues et rouges du Soleil et reflète les vertes pour donner l'aspect que nous associons aujourd'hui à notre planète. Il y a longtemps, un ancien microbe appelé rétinal dominait la Terre à la place de la chlorophylle. Il absorbait la lumière verte et réfléchissait la lumière rouge et violette. Ces microbes avaient une structure plus simple. Il était donc plus facile à produire dans l'environnement à faible teneur en oxygène de la Terre primitive. Ils ont donné à notre planète une teinte violacée au lieu du vert. Mais la chlorophylle est plus efficace, et à mesure que la Terre se développait, elle a fini par prendre le dessus. Imagine qu'il y a des milliards d'années, des observateurs lointains pouvaient voir notre maison comme un petit point violet. Le plus grand arbre sur Terre est un séquoia géant nommé General Sherman. Il mesure plus de 85 mètres
atteignant presque la hauteur d'un immeuble de 26 étages. On pense qu'il a environ 2700 ans et sa circonférence est de 25 mètres. Son poids est stupéfiant, 1800 tonnes. C'est lourd, mais ce n'est même pas l'être vivant le plus lourd de la Terre. En Utah, un énorme bosquet d'arbres appelé Pando fonctionne comme une seule colonie d'arbres. L'énorme système de racines les relie tous ensemble avec jusqu'à 47 000 tiges. Il pèse près de 6 000 tonnes et a 80 000 ans. Cela en fait la plus ancienne chose vivante connue des humains. Maintenant, qu'en est-il de la plus grande surface d'un seul être ? Au large des côtes de l'Australie occidentale, une algue atteint une taille impensable. L'algue ruban de Poséidon pousse depuis 4500 ans, en propageant des pousses-clones souterraines. Elle est entièrement connectée et partage le même ADN avec la plupart de ses pousses. Elle couvre une superficie incroyable de 200 km², soit l'équivalent de 28 000 terrains de football ou la taille du Nebraska. Et elle ne s'arrêtera pas là, car elle continue de grandir de 60 cm chaque année. Il est difficile de se représenter l'ampleur de ces êtres. Alors imagine si en plus ils étaient violets. Boum! Un rocher enflammé de la taille d'un gratte-ciel a déchiré l'atmosphère terrestre. Il s'est écrasé au sol avec une force inimaginable et a propagé des ondes de choc à travers les continents. Lorsque le chaos s'est enfin dissipé, quelque chose d'étrange miroitait sur le sol, des éclats de verre dispersés dans le sud de l'Australie. Mais ces fragments n'étaient pourtant pas de banals débris de lustre. Il s'agissait de tectites, un terme savant pour désigner d'étranges objets vitreux, semblables à des galets, issus des retombées d'un impact de météorites. Les scientifiques en avaient déjà observé auparavant. Le dernier ensemble découvert provenait d'une chute de météorites survenue il y a environ 780 000 ans, ce qui est déjà vertigineux. Mais cette nouvelle trouvaille, encore plus stupéfiante, ces minuscules morceaux de verre semblent dater d'environ 11 millions d'années. Et voici le rebondissement. Leur composition chimique ne correspondait à aucun site d'impact connu. Ils étaient totalement différents, comme l'empreinte d'un inconnu. Cela signifie qu'ils proviennent d'une collision d'astéroïdes entièrement distincte, si gigantesque qu'elle a projeté des débris à travers tout le continent. Bien entendu, les chercheurs ont voulu localiser l'énorme cratère à l'origine de tout cela. Mais la tâche s'est révélée bien plus complexe, car ils ont rapidement compris que l'astéroïde n'avait peut-être pas frappé l'Australie elle-même. Il aurait pu s'écraser dans un lieu inconnu, peut-être sous les denses forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, ou sous les montagnes escarpées de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au fil de millions d'années, la surface de la Terre s'est déplacée, érodée et métamorphosée, au point de pouvoir recouvrir entièrement le cratère. Oui, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout ce qui subsiste aujourd'hui, ce sont ces mystérieux indices vitreux. Et vraiment, ces tectites sont fascinantes. Certaines ressemblent à de minuscules gouttes figées en plein vol, d'autres sont étirées et effilées. Leur surface noire et luisante accroche la lumière du soleil d'une façon qui les rend presque vivantes. Mais ces petits joyaux ne sont pas seulement esthétiques. À l'intérieur, on trouve des traces de silicium, d'aluminium et de fer. C'est la preuve d'une chaleur inimaginable, celle qui fait fondre la roche solide. Des débris en fusion projetés dans l'air, se refroidissant en verre avant même de toucher le sol, ce genre de chaleur. Voilà à quel point l'impact était puissant. L'explosion a dû être colossale et a dispersé des fragments scintillants sur des centaines de kilomètres, comme une version cosmique de nos confettis. Des découvertes comme celle-ci nous rappellent que la Terre a subi plus d'impacts d'astéroïdes massifs qu'on ne le pensait autrefois. En étudiant la composition de ces tectites, on peut déterminer la taille de l'astéroïde, la façon dont il a frappé et l'ampleur du chaos qu'il a provoqué à l'époque. Il est saisissant de penser que les terres calmes et baignées de soleil du sud de l'Australie, aujourd'hui peuplées de kangourous et de poussière rouge, furent jadis l'épicentre d'un impact cosmique. Si vous attendiez un rebondissement où le mystère serait enfin élucidé, je suis désolé de vous décevoir, mais même avec nos satellites sophistiqués et toute notre technologie, les chercheurs n'ont toujours pas retrouvé le cratère. C'est comme si l'astéroïde avait frappé, laissé derrière lui ses miettes brillantes, puis disparu sans laisser de traces. Le sud de l'Australie conserve désormais ces éclats de verre comme un journal intime vieux de plusieurs millions d'années, attendant que les humains en reconstituent le récit. En attendant, visitons quelques cratères d'impact que les scientifiques ont déjà identifiés. Au cœur de l'Australie occidentale, dans l'ancienne région du Pilbara,
des géologues ont mis au jour ce qui pourrait être le plus ancien cratère d'impact terrestre. Il daterait d'environ 2,7 milliards d'années. Et oui, des milliers de millions. Lors de sa formation, ce cratère colossal s'étendait sur près de 100 km de large. Bien sûr, après avoir traversé quelques milliards d'années, le temps et les intempéries ont fait leur œuvre. Le cratère autrefois net s'est érodé et déformé jusqu'à ressembler davantage à un dôme qu'à une cuvette. Ce qu'il en reste aujourd'hui s'appelle le North Pole Dome, et l'on peut encore distinguer environ 30 km de son centre surélevé. Pour remettre les choses en perspective, notre planète a environ 4,5 milliards d'années, mais l'essentiel de ce que nous savons des impacts de météorites provient de roches beaucoup plus récentes. En effet, au fil des milliards d'années, l'érosion, le volcanisme et la tectonique des plaques ont recyclé et remodelé la majeure partie de la surface primitive de la Terre. Ainsi, trouver un fragment de croûte aussi ancien portant encore des cicatrices d'impact revient à exhumer un fossile issu de l'aube des temps. Entre 4 et 2,5 milliards d'années, la Terre était totalement différente. Elle était presque entièrement recouverte d'eau, avec peut-être quelques rares terres émergées. Les volcans entraient en éruption sans relâche, des substances chimiques tourbillonnaient dans les océans, et les continents commençaient tout juste à se former. La plupart de cette croûte primitive a depuis été détruite ou enfouie, ce qui rend des vestiges comme ce cratère extraordinairement rares. Puis, il y a environ 2 milliards d'années, la Terre a traversé une spectaculaire phase de terre boule de neige, durant laquelle la glace s'étendait du pôle Nord au pôle Sud. Mais avant cet épisode glaciaire, quelque chose de dramatique s'était déjà produit dans l'actuelle Australie occidentale. Une météorite s'y était écrasée. Cette hypothèse s'accorde avec une autre théorie, selon laquelle, il y a des milliards d'années, des roches spatiales bombardèrent la Lune, et, la Terre étant toute proche, elle a probablement subi autant d'impacts. Nous avons simplement perdu l'essentiel des indices, car notre planète se transforme constamment. Ainsi, une équipe de chercheurs s'est rendue au North Pole Dome pour voir ce qu'elle pourrait y trouver. Et, après à peine une heure, ils ont fait une découverte majeure. Ils ont mis au jour ce qu'on appelle des cônes de choc, de fragiles motifs coniques qui ne se forment que sous la pression inimaginable d'un impact de météorite. Il est littéralement impossible de les imiter. Grâce à ces cônes de choc, les chercheurs ont daté l'impact d'environ 3,47 milliards d'années. Ils pensent aussi que ce cratère devait avoir à peu près la même taille que celui de Chicxulub, au Mexique, le célèbre responsable de l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Voilà à quel point cet ancien impact fut colossal. Mais ce n'est pas tout. L'équipe a également découvert de minuscules gouttelettes de roches en fusion, des sphérules, qui ont été projetées dans le ciel lorsque la météorite a frappé, ont refroidi en plein vol, puis sont retombées sur Terre. Certaines ont même atterri aussi loin qu'en Afrique du Sud. Les scientifiques étudient encore ce cratère. Laissons-les donc poursuivre leurs travaux et passons à notre prochaine destination, la mer du Nord, ou plus précisément, sous sa surface. Une mystérieuse dépression s'y dissimule sous des couches de roches depuis des millions d'années, à environ 130 km au large des côtes du Yorkshire. Le cratère mesure presque 3 km de large. Les chercheurs l'ont découvert en 2002, l'ont baptisé cratère de Silver Pit, et depuis, il est devenu l'équivalent géologique d'une véritable énigme policière. A-t-il été causé par un astéroïde s'écrasant sur Terre, ou par quelque chose de plus prosaïque, comme des couches de sel en mouvement ou un ancien volcan qui aurait simplement éternué? Pendant 20 ans, les experts en ont débattu. Mais aujourd'hui, après 2 décennies d'aller-retour, ils ont enfin tranché. Et l'hypothèse de l'astéroïde l'emporte. Il s'avère donc qu'une chose venue de l'espace a creusé Silver Pit il y a plus de 40 millions d'années. Une équipe de chercheurs a eu recours à une imagerie sismique 3D ultra détaillée, l'IRM de la Terre en quelque sorte, et a également récupéré d'anciens déblais de forage provenant d'un puits de pétrole des années 1980. En rassemblant toutes ces données, ils ont reconnu la forme typique d'un cratère d'impact. On y voit un centre surélevé, un anneau de roche fracturé, et même de petits cratères laissés par les débris retombés après le choc. Les fissures dans les roches étaient étirées d'un côté et comprimées de l'autre. C'était la preuve que l'astéroïde était arrivé en biais, et non à la verticale. De minuscules grains de quartz, issus des échantillons de forage, ont définitivement tranché la question.
Au microscope, ils montraient d'étranges cicatrices entrecroisées qui ne se forment que sous une pression démente. Je n'envie personne qui se fasse percuter par un objet filant à 14 km à la seconde. Et c'est exactement ce qui est arrivé à notre planète. Les scientifiques pensent que l'impact s'est produit entre 43 et 46 millions d'années auparavant. À l'époque, le monde était plus chaud et les océans foisonnèrent de vie. On peut donc imaginer le chaos que cela a dû provoquer, même si, heureusement, aucun dinosaure n'était là pour en pâtir. Ils avaient disparu depuis déjà 20 millions d'années.